Alors, je dis tout de suite que, et Robert Majuri y a fait allusion, je ne vais pas parler de l'origine de la violence, mais d'une question connexe. Et je pense que la discussion que nous aurons avec mon ami Frédéric Gros permettra de faire le lien. Je vais parler de la violence à l'origine. Y avait-il de la violence à l'origine? Je crois qu'on peut y aller. Image, s'il vous plaît. Voilà. Y avait-il de la violence à l'origine? Alors, qu'est-ce que c'est que l'origine? On peut remonter à Abel et Caïn. On peut même remonter, après tout, à Adam et Ève. Mais ce n'est pas dans ce sens que je l'entends. Je vais me limiter à quelque chose de relativement récent dans l'histoire de l'humanité, qui est la naissance des civilisations urbaines. Et je vais m'intéresser à la plus ancienne connue à ce jour, qui est celle de Çatalhöyük en Anatolie centrale. Je travaille depuis 4 ans avec un de mes collègues de Stanford, qui est un archéologue britannique. Son nom est Ian Hodder, H-O-D-D-E-R, je vais montrer son nom dans un instant. Ce sera une question importante. J'avais prévu une slide, mais comme on a très peu de temps, sur Rousseau et la distinction entre originel et originaire. Moi, je vais m'intéresser à l'originel, au fait. Bon, voici une représentation de la Turquie. Et 2 sites m'intéressent en particulier. Çatalhöyük, qui est tout près de la 3e ville de Turquie, qui est Konya, qui est une ville connue des touristes en particulier, car c'est là que le soufisme est né, les derviches tourneurs, etc. Et vous voyez, Çatalhöyük est à 60 km à peu près de Konya. Et un autre site qui est, vous voyez, Göbekli Tepe, ici. Je ne sais plus si ça... Ah, voilà, Göbekli Tepe. Très près du point triple, très dangereux aujourd'hui. La violence aujourd'hui, elle est là, entre la Syrie, l'Irak et la Turquie. Mais je commence par Çatalhöyük. Voici mon collègue de Stanford, Ian Hodder, qui doit avoir une petite 60aine d'années, et qui, depuis 25 ans, travaille sur les fouilles de Çatalhöyük. La question qui se pose aux archéologues, je vous rappelle d'ailleurs que le mot archéologie veut dire étymologiquement le discours rationnel, logos, sur l'origine, arché. La question qui se pose d'abord à des archéologues comme Ian Hodder, c'est celle de la sédentarisation. Comment se fait-il que ces gens qui étaient des nomades, chasseurs-cueilleurs, un jour décidèrent, si c'est vraiment une décision, de se poser quelque part? Bon, c'est la première question. Jusqu'à il y a un certain nombre d'années, on pensait que la réponse était d'ordre économique, technologique, voire politique, l'agriculture. Or, l'agriculture est née bien après. La réponse aujourd'hui couramment admise, c'est que ces gens se sont posés pour des raisons religieuses, pour pouvoir participer et organiser des rituels et des rituels sacrificiels à grande échelle. Donc, sédentarisation, religion, la violence maintenant. Ian Hodder n'a pas découvert le site de Çatalhöyük. C'est en 1965 un autre archéologue britannique qui s'appelait James Mellart qui a découvert ce site, a découvert des choses absolument extraordinaires au sujet de ce site que je vais montrer, en particulier des peintures murales, etc. James Mellart a rencontré sur le site de Çatalhöyük cette statue qu'on trouve un peu partout au Moyen-Orient, il faut bien dire, et qu'on appelle en général la déesse de la maternité. Bon. Il en a inféré, peut-être rapidement, que cette société était un matriarcat, et donc, le « et donc » évidemment est sans doute de trop, une société pacifique. Et cette hypothèse était confirmée par le fait qu'on trouvait très peu de traces de violence à Çatalhöyük. Ian Hodder, après 25 ans de recherche,
aboutit à une conclusion exactement opposée. C'était une société extrêmement violente, mais qui avait réussi à tenir sa violence en échec grâce aux religieux. Voici des images du site d'aujourd'hui, d'exploration. Bon, je vous montre tout ça très vite parce qu'on a très peu de temps. Ceci est la reproduction d'une pièce qui existe dans chaque maison de Çatalhöyük. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les cornes de cet animal qui était sans doute un auroch qui n'existe plus, qui est l'ancêtre du taureau. Voici une reconstitution de ce qu'était Çatalhöyük. Alors, c'est absolument extraordinaire. C'est une ville qui, au maximum, avait de l'ordre de 10 000 habitants, où les maisons n'avaient ni porte ni fenêtre. Il n'y avait pas de rue, il n'y avait pas d'espace public. Les maisons étaient collées les unes aux autres. Alors, pour un philosophe, évidemment, sans porte ni fenêtre, ça fait penser à Leibniz. Enfin, bon, mais on peut passer là-dessus. Alors, comment est-ce qu'ils entraient dans leur maison? Mais devinez, la seule possibilité, c'est par le toit. Hein? Et voici enfin, bon, ceci le montre déjà. Vous voyez qu'ils marchaient sur le toit et ils descendaient chez eux par des trous. Donc, voici la reproduction d'une des maisons avec l'échelle et la pièce centrale avec donc toujours des aurochs, des bêtes à cornes, disons. Des bêtes à cornes. Ça peut être des cervidés, ça peut être des taureaux. Toutes les maisons avaient la même structure. Une pièce centrale qui était la pièce sacrée, car les morts étaient enterrés sous un tapis de roseaux, ici, vous voyez. Et c'était la pièce, on a pu dire que où étaient les temples dans cette ville? Dans chaque maison. Chaque maison était un temple. Bon, là, c'était le stockage des biens, etc. On n'a malheureusement pas beaucoup de temps pour parler de le four, etc. Selon Ian Hodder, après 25 ans de recherche, le régime politique de cette société était caractérisé par ce qu'il a appelé un aggressive egalitarianism, égalitarisme agressif. Tout ce qui dépassait, on coupait. Une autre manière de dire la chose, c'est que cette société était dominée par l'envie. Sur la pièce principale, la pièce sacrée, pour chaque maison, n'est-ce pas, on trouve ses mains. Alors, en fait, c'est la main droite qui est appuyée comme ça contre le mur. Voilà. Il y a un trou au milieu de la main, c'est évidemment la place de la paume. Alors, on a envie de dire, puisque dans les sociétés traditionnelles paysannes, l'envie existe, on sait bien qu'elle existe, et on s'en protège par le mauvais œil. Alors, on a envie de dire, eh bien, le cercle, c'est la place de l'œil. Bon. Mais en fait, quand vous vous baladez au Moyen-Orient aujourd'hui, ou en Afrique du Nord, en Palestine, en Israël, vous trouvez partout cette main avec un œil au milieu. Elle s'appelle la main de Fatima dans les pays musulmans. Fatima était la fille de Mohammed. Elle s'appelle la main de Myriam en Israël. On l'appelle aussi Hamsa, d'un mot arabe qui signifie 5, les 5 doigts bien évidemment. L'œil au milieu de la main, c'est la protection contre l'envie des autres. Ça existait déjà il y a 10 000 ans. Alors je dis un mot de l'autre site maintenant, car vous pourriez me dire, voici une présentation moderne de Hamsa, du site de Göbekli Tepe. Vous pouvez me dire si ces gens se sont un jour arrêtés, ces nomades chasseurs-cueilleurs, pour pratiquer à grande échelle des rituels sacrificiels, ben, c'est qu'ils pratiquaient déjà ces rituels sacrificiels. Bien sûr, ce n'est pas eux qui ont inventé ce genre de religion. Et effectivement, il existe un site, je vous les ai montré son lieu tout à l'heure, la ville d'Urfa, Gaziantep est juste à côté. Gaziantep, c'est là que tous les trafics entre ISIS, les Kurdes, les Turcs, etc., les Syriens ont lieu. Extrêmement dangereux.
Ce site est 2500 ans plus âgé, plus ancien que Çatalhöyük, et il est à 3000 km à peu près. Ce site est exploré par les Allemands cette fois-ci. Klaus Schmidt, qui est mort il y a 4 ans, remplacé par cet anglo-allemand qui s'appelle Lickler. La phrase qu'ils utilisent pour désigner ce qu'ils ont découvert dit tout d'une certaine manière. Le temple est arrivé avant la ville, n'est-ce pas? Bon. Le religieux est arrivé avant le politique. Le site de Göbekli Tepe est absolument fantastique, plus fantastique que Stonehenge ou tout ce que vous pouvez penser. Ce sont d'immenses T, des T extrêmement hauts, la lettre T comme Thérèse, de 6 mètres de haut à peu près, disposés en cercle, et je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Ce qu'il y a de fascinant dans l'archéologie, c'est le travail de détective des archéologues, n'est-ce pas? Ce que les archéologues trouvent, c'est des tout petits indices et doivent, à partir de là, raconter un récit. Voici Çatalhöyük et voici un T à droite, là, immense, avec un animal qui d'une certaine manière préfigure ce qu'on verra 2500 ans plus tard à Çatalhöyük. Bon, je reviens à Çatalhöyük. Qu'est-ce qui nous permet de dire, qu'est-ce qui a permis à Jan Hodder et son équipe de dire tout ce qu'ils disent à propos des raisons pour lesquelles ces gens se sont posés un jour et pour organiser des rituels sacrificiels? Eh bien, ce sont les peintures murales découvertes par James Millard et ensuite par Jan Hodder. En voici une. Alors, c'est un animal à cornes, extrêmement, immense par rapport aux petits bonshommes qui sont autour. Et évidemment, il est tentant de dire que ceci représente une scène de chasse. Mais alors, on n'explique pas pourquoi cet animal serait aussi énorme. Bon, et voici une autre représentation. Cette fois-ci, c'est un cervidé, et c'est à peu près la même chose. Alors, remarquez bien que la plupart des bonshommes ici ont quelque chose autour du corps, là. Hein? Je vais y revenir dans un instant. Vous voyez? Et ils sont tout petits par rapport à l'animal lui-même. Voici une autre représentation, etc. Alors, Jan Hodder, je repasse sur les détails, sur le travail de détective que représente l'archéologie, est arrivé à la conclusion que ce n'était pas du tout des scènes de chasse, mais que c'était des rituels sacrificiels. L'expression qu'il utilise en anglais, donc, c'est teasing and baiting, c'est-à-dire taquiner et tourmenter, avant la mise à mort. Bon, et alors ici, vous voyez bien, je vous le dis tout de suite, ce sont des peaux de léopard que ces gens ont autour d'eux. J'en viens au léopard, qui est l'autre grand animal de Çatalhöyük. Voici une représentation de 2 léopards se faisant face. Les léopards qu'on trouve à Çatalhöyük sont toujours par paires et se font face de cette manière, comme s'ils se tenaient tête en quelque sorte, s'ils se confrontaient, s'ils s'affrontaient. Voici une représentation moderne de ceci. Il y a donc 2 types d'animaux. Les animaux à cornes, qui sont des animaux sacrificiels. Le léopard, lui, il est toujours représenté en situation de rivalité. Alors l'hypothèse de Jan Hodder, c'est qu'il y a 2 formes de violence à l'origine. La violence qui est représentée par ceci, qui est la rivalité, qui commence par 2, comme nous l'avons vu sur scène tout à l'heure avec le magnifique ballet, hein, qui peut se répandre, puisque une des premières caractéristiques de la violence est d'être contagieuse, qui se répand comme un feu dans une forêt desséchée. Et l'autre forme de violence, alors ça c'est la rivalité, c'est le 1 contre 1, mais qui mène au tous contre tous. Frédéric va parler de Hobbes tout à l'heure. Hobbes imaginait donc un état de nature dans lequel ce serait la guerre de tous contre tous à l'origine. Mais l'autre forme de violence, c'est le tous contre 1. Hein?
tous les humains autour d'un objet sacrificiel, en l'occurrence un animal. La chose étonnante est que, comme je l'ai montré tout à l'heure, il y avait dans les maisons de Châtellerault donc des cornes de ces animaux à cornes, sangliers, aurochs, cervidés. Le léopard était représenté sur les murs, je vous l'ai montré à l'instant, mais il n'y avait aucune trace du léopard lui-même. C'est juste la représentation. Bon, il y a une explication qui est en fait due à un anthropologue français dont je vais dire le mot, Robert Maggiori tout à l'heure a prononcé son nom, qui permet de donner sens à tout cela, René Girard, c'est que la violence de type rivalité, qui se répand par contagion, c'est la violence impure parce qu'elle peut détruire la société. Et cette violence peut donner naissance spontanément à la violence de tous contraints, la violence sacrificielle. Si l'animal est représenté de manière si énorme, c'est parce qu'en fait, il est tout simplement divinisé. Alors, je reviens maintenant sur les peaux de léopard que portent ces gens. Vous voyez, ils sont des fonds. Ils les ôtent, ces peaux de léopard. Pourquoi? Parce que la violence rivalité, représentée par le léopard, c'est la violence impure, la violence dangereuse qui peut détruire la société. Et quand il s'agit de procéder à un rituel sacrificiel, il est absolument nécessaire de se déprendre de cette image de la rivalité. Le tous contre un. Bon, je dis deux mots, puisque nous avons, c'est même deux mots, c'est absurde, mais j'ai presque fini. De René Girard, bon, où vous connaissez ce nom et son œuvre, et à ce moment-là, ce que je vais dire est inutile, ou vous ne le connaissez pas, et ce que je pourrais dire serait vraiment caricatural. Donc, je veux simplement dire que Girard, au cœur de son anthropologie de la violence et du sacré, imagine dans une société sans État, un état de nature, si vous voulez, sans système judiciaire, sans système pénal, que la guerre de tous contre tous peut vraiment se produire. On va en parler avec Frédéric. Voilà, ça représente la guerre de tous contre tous. Mais du fait que la violence est contagieuse, on peut montrer, même mathématiquement, que spontanément, toutes ces haines qui allaient dans tous les sens, par imitation, vont converger vers un seul être de la collectivité qui va être expulsé, mis à mort. Si vous voulez, c'est le bouc émissaire. Voici ce que ça donne. Bon, voilà. Les rituels reproduisent cela, et les rituels sacrificiels, donc, font de l'objet sacrificiel, ici l'animal à cornes, eh bien, une divinité. Bon, voici une présentation classique du sacrifice. Le léopard et le taureau. Regardez cette reproduction. C'est quand même assez extraordinaire, la taille de l'animal par rapport à la taille des bonshommes qui se défont de leur peau de léopard. Il y a 35 000 ans, nos ancêtres étaient capables de faire ceci. C'est la grotte Chauvet. Hein, c'est une précision. Et les gens qui dessinaient là sur les murs de la grotte Chauvet, il y a 35 000 ans, ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Ne voyaient pas ce qu'ils faisaient. Ils le voyaient que de manière très locale. Admirable. Comment expliquer alors qu'il y a simplement 10 000 ans, il y ait cette reproduction monstrueuse, parce que c'était volontaire, bien sûr, l'animal est divinisé. Bon, je termine. Je me suis amusé de présenter une sorte de diagramme, progression, de toutes les thèses sur la violence et le néolithique de ces 20 dernières années. Alors, ça ressemble un petit peu à la sécurité sociale française ou au code des impôts, c'est-à-dire qu'au lieu de remettre à plat, on rajoute toujours une couche. Hein, alors, ça devient de plus en plus monstrueux. Bon, alors voilà ce que ça donne. Première époque, c'était l'époque de Mellart. Les êtres humains sont fondamentalement des animaux sociaux, naturellement portés à l'altruisme, à la coopération. Ils sont dotés d'un cerveau social. Voilà, aux États-Unis, vous avez des gens comme Steven Pinker,
un vulgarisateur des sciences cognitives qui vous raconte cela. En France, vous avez toujours, enfin je ne veux pas dire du mal de lui, il est le moine bouddhiste Mathieu Ricard, etc., qui vous raconte que l'homme est fondamentalement charitable, etc., etc. Bon, vraiment, ok. Alors, deuxième moment du raisonnement. La sédentarisation et la construction des cités ont fait émerger des obstacles qui s'opposèrent à l'émergence spontanée de l'altruisme et de la coopération. Alors là, il y a des effets de densité. Je pourrais passer 3 heures à développer ce point 2. Le fait que les gens vivent ensemble, qu'il y ait à 10 000 personnes, vous voyez, on ne connaît pas tout le monde. Donc, on a affaire à des gens, à des anonymes, etc. Tout ceci empêcherait la charité ou l'amour spontané. Troisième phase. Les premières communautés néolithiques furent donc potentiellement violentes, et cependant, elles ne furent pas violentes. Il y a très peu de traces de cela. Quand j'en suis arrivé à cette phase, j'ai pensé à la société japonaise d'aujourd'hui. Quand vous êtes au Japon, vous avez une société extrêmement policée. Bon, oui, semble-t-il, il n'y a pas de violence. Il suffit que vous ouvriez la télévision, que vous regardiez un manga, et vous voyez une violence, mais inouïe, inouïe. Donc ces gens arrivent à contrôler leur violence, à la tenir en échec comme avec leurs arbres. Comment s'appellent les arbres japonais, les petits... Les... Ouais, voilà. OK. Quatrième moment. Et la raison de cette contention de la violence est que ces sociétés surent inventer des mécanismes de contrôle et de réduction de la violence. Ces mécanismes furent partie prenante de l'émergence d'un monde symbolique, lequel vit apparaître les religions et les divinités. En d'autres termes, d'un côté, il y a cette violence très forte. De l'autre, il y a quelque chose qui tombe du ciel en quelque sorte, qui est le monde symbolique, les religions, etc. Et l'un équilibre l'autre. Mais c'est très mauvais ceci, parce que d'où vient la religion à ce moment-là? La réponse de Girard, que je n'ai fait que dire en passant, c'est que la religion, et en particulier le mécanisme sacrificiel, provient de la violence elle-même. C'est la violence, rivalité, qui par autotranscendance, pour utiliser un mot compliqué, produit cela même qui la contient. J'ai souvent utilisé un jeu de mots, qui est plus qu'un jeu de mots, je pense, pour dire que, pour Girard, le sacré contient la violence dans les deux sens du mot contenir. Contenir, c'est à la fois avoir en soi et faire barrage. Le sacré contient la violence dans les deux sens du mot. Alors, d'où le 5. Ce monde symbolique, supposément capable de tenir la violence en échec, était, paradoxe suprême, lui-même violent. Il était violent au sens où les symboles l'étaient. Il suffit d'examiner les scènes de service animal, etc., pour s'en convaincre. Les symboles étaient violents, mais la violence était purement symbolique au sens où elle restait confinée au monde des représentations. Bon, on est encore loin de la phase finale ici, puisque d'un côté vous avez les symboles, de l'autre la violence. La phase finale, c'est la théorie de Girard. Ce monde symbolique violent n'est pas seulement violent en représentation, il est fait de violences bien réelles, la plus fondamentale d'entre elles étant le sacrifice humain et animal. La violence, en effet, est capable de s'auto-transcender en des formes sociales, les rituels et les prohibitions qui la contiennent, c'est ce que je viens de dire, dans les deux sens du verbe contenir. Le sacré fait barrage à la violence par des moyens violents. Pour terminer, je présente un cartoon, je sais pas, que j'ai trouvé par hasard dans le New Yorker et qui dit tout ce que je viens essayer de dire de manière magnifique, juste en un dessin. Voilà, alors le texte dit « Except for the actual sacrifice, all this is largely symbolic ». En dehors du sacrifice proprement dit, tout cela est largement symbolique. Bon, c'est destiné à faire rire, je ne sais pas si vous riez ou non, mais l'important est de savoir pourquoi on rit. Et je vais vous dire pourquoi moi je ris. Ce qui est amusant ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que le sacrifice lui-même, c'est le symbolique. Le symbolique est violent, non pas au sens où la représentation est violente, mais au sens où la chose même, le symbolique est réel, est violente. Voilà, merci bien.